Ce qui me vient là, c'est que le fait qu'on soit, beaucoup de mecs, nous soyons découpés de notre monde émotionnel, on n'est pas à l'aise avec nos émotions, on va chercher des stratégies pour ne pas les ressentir en fait. Et ces stratégies, ça va être la drogue, ça va être l'alcool, ça va être le sexe, ça va être masquer des choses, ça va être le boulot, le work-alcoolisme en fait, se mettre à donf dans le boulot, ça va être le sport à fond, enfin tout. C'est pour ça que je parlais de comportement addictif, c'est parce que tout peut devenir addiction en fait, pour ne pas ressentir. Pour moi, l'essence, l'origine du comportement addictif, c'est notre incapacité à ressentir. Ce qui est valable chez les mecs et chez les nanas. C'est la même chose. Mais les hommes ayant plus de mal à connecter avec leurs émotions restent plus longtemps dans les comportements addictifs que les femmes. Qu'est-ce qu'être un homme aujourd'hui ? Ces dernières années, la parole des femmes s'est libérée et affirmée, invitant les hommes à réévaluer leur place et leur identité dans un monde où les anciennes normes ne correspondent plus aux réalités actuelles. À présent, l'homme est encouragé à se questionner, à demander soutien, à exprimer sa sensibilité et à trouver un équilibre entre force et vulnérabilité. L'intention de ce podcast est d'élargir les horizons, de revisiter les représentations du masculin et d'offrir des perspectives pour mieux se comprendre et renforcer nos liens. Je m'appelle Loïc Gernot, je suis coach relationnel et j'accompagne les hommes à mettre des mots sur leurs ressentis, à exprimer leurs besoins et à affirmer leur singularité. Dans cette dynamique, je vous propose chaque jeudi de partir à la rencontre de personnalités inspirantes qui partagent leur parcours et leurs réflexions sur des thématiques variées autour de la relation à soi, aux autres et aux vivants. Un lundi sur 2, je vous invite également à découvrir un épisode spécial avec une femme qui nous offre son regard sur les masculinités ou avec une conversation entre hommes où nous explorons ensemble des sujets profonds et d'actualité. Si ce podcast résonne pour vous, je vous invite à le partager autour de vous, à le noter sur votre plateforme d'écoute préférée et à commenter les épisodes sur les réseaux sociaux ou sur Discord. Vous pouvez également soutenir sa production en contribuant à une cagnotte participative sur Tipeee. Enfin, pour ne rien manquer des futurs épisodes, des ateliers en ligne organisés dans le cadre du podcast, ou encore de mes accompagnements, vous pouvez également vous inscrire à la newsletter. Retrouvez tous les liens en description. Bienvenue sur Dom. Que cachent réellement nos addictions ? Alcool, drogue, nourriture, porno, travail, peu importe la forme qu'elles prennent, les addictions ne sont jamais anodines. Elles sont souvent une réponse inconsciente à un vide, une blessure ou une émotion que l'on ne sait pas comment gérer. Et chez les hommes, ce lien entre addiction et émotion refoulée est particulièrement marqué, parce qu'on nous a rarement appris à ressentir, parce qu'exprimer sa vulnérabilité reste un défi, et que la solution la plus simple semble être de fuir, compenser, anesthésier. Dans cet épisode, je reçois Bastien Barbanel, coach en trauma informé et facilitateur de breathwork. Il accompagne aujourd'hui les hommes et les femmes qui se sentent perdus dans les questions qu'ils se posent. Après des années de lutte avec ses propres addictions, il partage son expérience et ses outils pour aider à comprendre ce qui se joue derrière ces comportements. Nous explorons le lien entre addiction et émotions refoulées, la honte et l'isolement qui enferment dans ce cercle vicieux, mais aussi les clés pour amorcer un véritable changement. Bastien nous parle du rôle essentiel, du collectif, du pouvoir de la parole et de la nécessité d'affronter ce qui nous fait peur pour enfin retrouver une vraie liberté intérieure. Et avant de lancer l'épisode, j'avais 2 annonces pour vous. La première, c'est qu'avec Bastien, nous lançons une série de cercles de parole pour les pères. La paternité est un sujet chargé d'émotions, de doutes et parfois de solitude. Alors si vous êtes papa, célibataire, d'une ado ou d'un enfant non désiré, ces ateliers sont pour vous. Toutes les infos en description. Également, je vous informe que je mène une enquête pour créer une communauté dédiée aux hommes autour du podcast. Un espace pour aller plus loin, échanger et avancer ensemble. Mais avant de le lancer, j'ai besoin de savoir ce qui vous correspondrait vraiment. Alors si ça vous parle, je vous invite à prendre 2 minutes pour répondre à l'enquête. Le lien est là aussi en description. Merci d'avance pour votre aide. Allez, placez l'épisode. Bonne écoute. Salut Bastien. Salut Loïc. Bienvenido, bienvenue dans ce podcast. Merci. Comment tu te sens ? Je me sens excité. Je me sens calme,
même s'il y a une agitation à l'intérieur. Donc, j'accueille l'agitation. Ouais, je me sens avant tout hyper excité d'être avec toi dans le podcast, honoré de ton invitation. Et ouais, je sens que je vais parler de choses assez intimes, donc c'est assez vulnérable pour moi d'être ici. Et en même temps, c'est mon job, c'est mon envie, c'est ma passion. Donc il y a beaucoup d'excitation à l'idée d'échanger avec toi, de recevoir tes questions et d'y répondre. Ouais. Donc je suis content de prendre ce moment maintenant. Ouais. Mm. Je me sens déjà touché, moi, par ta présence, par notre rencontre aussi, parce que j'ai beaucoup aimé le premier épisode qu'on a fait ensemble, puisque pour les auditeurs, je vous inviterai à replonger dans un certain épisode qui s'appelle la paternité non désirée ou non consentie, je sais plus comment vous l'avez appelé. Vous savez que je t'avais découvert, on va dire déjà, ta sensibilité, ta profondeur, ton humanité, et de recontacter et de remettre ce cadre-là avec toi, voilà, ça me touche. Donc je suis content de faire effectivement cet épisode avec toi. On va parler de choses sensibles mais en même temps importantes, puisqu'on est là pour parler notamment addiction. Et merci à toi et gratitude déjà de te mettre dans cette position, dans cette posture. Et ouais, Bastien, comment tu te présentes, toi? Qui es-tu? Que fais-tu? Qui je suis? Work in progress. Je suis toujours un peu à la recherche de savoir qui je suis. Ce que je peux te dire, c'est que je sais ce que je kiffe faire, surtout dans ce monde. Aujourd'hui, c'est d'accompagner des gens sur des sujets. Donc certains peuvent qualifier ça de coach, thérapeute, facilitateur. Je me présente au monde en disant que j'accompagne des gens à vivre des transformations ou à vivre à se libérer de choses qu'ils ne veulent plus porter, ou peut-être à mettre de la conscience là où c'est difficile d'en avoir. Donc voilà, il y a des sujets qui me passionnent, donc le sujet de l'addiction, c'est pourquoi on est là aujourd'hui, mais celui de la relation, du couple, de la sexualité, le sujet de la gestion des émotions, de l'intelligence émotionnelle, voilà, tout ça c'est des sujets sur lesquels je sens que je suis présent dans ce monde et que j'aime partager au travers soit de séances individuelles, soit au travers d'ateliers et de groupes que j'anime. Également, je suis DJ, mais à certains moments de la nuit ou de la journée. D'ailleurs, c'est pas tout le temps la nuit, mais je suis DJ. Et en tout cas, j'aime passer des disques et faire danser des gens dans le plus souvent dans des espaces de danse libres et sans substance en fait, pour qu'on puisse faire la teuf, kiffer de ouf sur du gros son, mais en essayant tout en essayant de prendre soin de soi. Donc voilà, j'offre des soirées ou des journées ou des matinées sans substance, sans alcool. Pour que justement les gens qui ont fait le choix de se libérer ou qui font le choix de se libérer de leurs addictions, de leurs substances, etc., puissent continuer à kiffer, à danser. Ouais. Donc voilà un peu comment je peux me présenter, Loïc. Merci. Ouais. Et je suis papa aussi. Ça c'est quand même un truc. J'ai 2 enfants et ça aussi, je peux accompagner sur les sujets de l'éducation. J'accompagne aussi notamment des papas aussi
sur le sujet de l'éducation. Oui. Mm. C'est vrai que je t'ai sollicité pour l'addiction, mais il y a aussi cette thématique de la paternité, puisqu'on offrira aux gens qui veulent prochainement des ateliers dans le cadre du podcast. Ce sera je pense l'objet d'une publication, mais effectivement on est là notamment pour parler d'une thématique sensible mais importante, l'addiction. Et peut-être pour avoir une première question et commencer à tirer le fil, c'est quoi une addiction, Bastien? Comment toi tu en parles? Je m'attendais à cette question, Loïc. Je suis devenu prévisible, et merde. Je m'attendais à cette question et je me préparais à y répondre, et en fait je me disais que j'avais pas de réponse toute faite. Que c'est je me dis que chacun peut avoir sa définition de l'addiction, et que elle est ouais, qu'elle est propre à chacun et qu'elle évolue aussi dans le temps. Il y a pas longtemps, je disais l'addiction, c'est quand je fais quelque chose, je sais que c'est pas bon pour moi, mais je le fais quand même. Hier, je réfléchissais aussi à une autre définition. Il y a un truc qui m'est venu, c'est tout ce qui m'empêche d'être vraiment moi-même, d'être vraiment au contact de mon essence, au contact de ce que je veux vivre dans la vie, pleinement, entièrement. Donc, je dirais que l'addiction, c'est un frein à l'accomplissement personnel, en fait. C'est quelque chose quand on met de la conscience dessus, on n'est pas OK avec, en fait. Et tout dépend de la conscience qu'on veut y mettre, en fait. Mais quand on met la conscience sur une action, sur un comportement, et on voit que c'est pas OK, ça peut être une addiction. Et à partir de ce moment-là, on peut dire OK, qu'est-ce que je peux faire avec ça? Est-ce que je veux continuer, ou est-ce que je veux mettre des choses en place pour me libérer de ça, en fait? Et puis bien souvent, ça peut être aussi des actions et des comportements inconscients. On n'est pas conscient de ce qu'on fait, et pourtant on est dans des comportements addictifs. Et après, libre à chacun de décider. Enfin, il y a des gens qui ont des comportements addictifs et qui veulent jamais s'en libérer, en fait. Enfin, parce qu'ils n'ont pas la conscience de ce qu'ils sont en train de faire, et à ce moment-là, c'est complètement OK. Mais je dirais qu'à partir du moment où on vient à l'intérieur et on dit il y a un truc qui est bizarre, il y a un comportement adéquat à avoir. Ça me parle un peu. Ça me connecte à un sujet à mon avis, on va aborder à un moment ou à un autre. Merci. Et on en a parlé en amont, et donc on va continuer et commencer avec ça, avec ton parcours, en fait, finalement. Les addictions, toi, elles sont parties d'où? C'est quoi tes premières addictions? En fait, je l'ai compris il y a pas longtemps. Je me suis dit, mais en fait, c'est le chocolat, ma première addiction. Mais à l'époque, je voyais pas ça comme une addiction, tu vois. C'est aujourd'hui, je me dis, OK, j'avais un comportement vraiment chelou avec le chocolat, quoi. Avec les tablettes de chocolat Milka, pour pas faire de marque, de pub aux marques. Je pouvais m'envoyer des tablettes de chocolat à la suite, 1, 2, 3, 4. Quand j'avais 5, 6 ans. Ensuite, il y a tout ce qui est sucre, en fait. Enfin voilà, le chocolat et le sucre. J'avais des comportements très addictifs avec la bouffe, et je m'en suis rendu compte il y a pas longtemps, vraiment en faisant un peu un regard en arrière sur mes habitudes compulsives. Je dis ouais, putain, je buvais de l'Oasis à fond, je pouvais des paquets de gâteaux, enfin tu vois, des chewing-gums, du sucre.
Donc ça, c'est vraiment ma première addiction, ouais, pour répondre à ta question. Mmh. Et ouais, et Mais soit dit en passant, c'est que le cas pour beaucoup de gamins quand on est très nombreux à passer par le sucre. Et on en parlera certainement après. Euh, ça venait évidemment masquer quelque chose. Mais à l'époque, je n'étais évidemment pas conscient, quoi. Et j'imagine. Et ouais, ça commence, on va dire, chocolat, même si effectivement ça reste une addiction. Et la suite. Et la suite de mon comportement addictif. C'est ça ta question? Ouais, d'ailleurs, tu parles de comportement addictif. Ouais, je parle de comportement addictif parce que souvent on peut parler d'addiction et on associe ça à une substance. Mais en fait, ça peut être des comportements addictifs qui peuvent être associés à la prise de substances ou la consommation de quelque chose, mais ça peut être aussi des patterns, ça peut être aussi des actions en fait. Oui, j'imagine. Ça me parle à dépendance affective, tu vois. Du coup, par exemple. Par exemple. Mais pour revenir sur le parcours, effectivement, après le chocolat, plus tard dans mon adolescence, il y a les joints, il y a l'herbe et le shit. D'abord le shit. Quand je suis en troisième, en fait, je commence à fumer. Je commence à fumer des joints de troisième seconde. D'abord par curiosité, je pense. Il y a un truc genre curiosité. Je vois mon meilleur pote qui fume, et je suis pas à l'aise avec ça dès le début en fait, mais il y a quand même une envie de voir ce qui se passe, tu vois. Et en fait, au-delà des premières fois où je fume et c'est festif, ou enfin où c'est rigolo quoi, c'est drôle, c'est waouh, c'est autre chose qui se passe. Très vite en fait, je remarque que dans ma vie, très vite avec les joints, je vais commencer à fumer de façon non plus récréative du tout, mais de façon personnelle, c'est-à-dire que je vais commencer à fumer pour moi en fait. Je vais pas fumer avec quelqu'un ou en société ou je vais me mettre à fumer en solo dans ma chambre le soir quand mes parents pioncent. Tu vois, j'ai une petite fenêtre et là je vais commencer je vais d'abord m'acheter du shit en seconde et je vais commencer à rouler des joints tout seul et je vais même fumer avant d'aller au bahut le matin quoi. Et ça, la beuh, le shit, je vais fumer jusqu'à, il y a pas très 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 longtemps en fait, jusqu'à il y a vraiment 2 ans, où ensuite j'ai fini par transitionner avec du CBD à la fin. Mais donc en gros, j'ai fumé plus de 20 ans, tu vois, avec quelques pauses. Mais ouais, ça a été la grosse addiction. Et puis après, quand j'ai commencé à mettre de la lumière sur mes addictions, en fait, j'ai plein de comportements addictifs. J'en ai eu avec le porno, j'en ai eu avec l'alcool, c'est-à-dire que je pouvais pas ne pas boire. Avec la cocaïne, avec la MDMA, quand il y en avait, je ne pouvais pas ne pas en prendre. Donc en fait, l'addiction, et pour revenir à la définition, c'est aussi le fait que quand il y en a, quand il y a de la substance ou quand il y a quelque chose qui se présente à moi, je n'arrive pas à ne pas en prendre. Je suis pas libre en fait. Quelque part, pour encore une fois revenir à la définition, l'addiction c'est un manque de liberté. C'est-à-dire que j'ai du mal à faire le choix de ne pas en prendre. C'est comme si j'avais pas le choix en fait. Ouais. J'entends une prison, ouais. Prisonnier. Ouais, il y a une prison, ouais. Il y a une prison, et au bout d'un moment, c'était plus ok en fait. C'était plus ok d'être dans cette prison. Il y avait un truc genre mais en fait, et ça je l'ai eu très longtemps ce truc de je sais plus ok d'être dans cette prison. En fait, je ne veux pas de ça. Pendant très longtemps, j'ai fumé des joints en disant, et si tu poses la question à tous mes potes, ils vont te dire mais combien de fois t'as dit j'arrête en fait, tu vois. Et combien de fois je me plaignais de dire oh putain j'en ai ras-le-bol de fumer, oh putain, et pour autant je le faisais pas en fait, tu vois. Donc
Et il y a toujours eu chez moi l'envie d'avoir une vie plus saine, de faire du sport, de faire plus de sport, d'être d'être tu sais, un homme sain dans un homme sain dans un corps sain dans un esprit sain dans un corps sain, tu vois. Euh, et pour autant, je le faisais pas, quoi. Donc il y avait vraiment ce truc de prison, ouais, tu le dis bien, où en fait c'était pas ok, c'était pas du tout ok, tu vois, et je le faisais quand même. Alors je me trouvais des excuses, ok, ça me fait du bien, ok, ça apaise mon angoisse, mon anxiété, etc. Et encore, je me le disais pas comme ça à l'époque. Aujourd'hui, je comprends que je l'utilisais l'addiction pour m'apaiser ou pour me sentir plus à l'aise. Et ça, je pense qu'on en parlera après sur les causes de l'addiction, mais euh, ouais, je me sens pas libre en fait. Voilà, c'était ça. Je me sens pas libre et à un moment donné, ça a été plus fort que moi. Il y a eu des épisodes dans ma vie qui m'ont fait prendre compte, qui m'ont fait dire, ok, en fait, j'en ai ras le bol, quoi. Tu vois, je mérite mieux. Tu vois, je mérite mieux. J'ai envie d'autre chose et après, ça devient du travail, du travail. Ouais. C'est quoi les premiers signes que t'as eu qui ont fait que tu t'es dit ouais là il y a, même s'il y avait déjà, j'entends cette espèce de voix intérieure qui savait qu'il y avait un truc qui était pas ok. Est-ce qu'il y a eu quand même, je sais pas, des événements peut-être plus extérieurs ou qui ont commencé à te dire ok là, à te mettre sur cette route de je veux en sortir. Ouais, il y en a eu. Il y en a notamment eu un qui a vraiment été game changer, qui m'a fait prendre conscience de tout un tas de patterns addictives profondes, puissantes. Ça a été une relation avec une femme où en fait j'ai rencontré cette femme et elle m'a dit, on a commencé à dater et tout, et elle m'a dit, moi, j'ai rien contre l'addiction, enfin j'ai rien contre les substances, etc. Mais juste je veux pas relationner avec un homme qui prend des substances, tu vois. J'ai dit putain merde, ça tombe mal parce que ça m'arrive de fumer, je fume, ça m'arrive de prendre de la drogue, enfin quand je dis drogue, cocaïne, MDMA, et j'ai pas spécialement envie d'arrêter. Tu vois, j'avais ce truc-là, j'ai pas spécialement envie d'arrêter. Et il y avait une espèce de confort. Tu vois, on parle souvent des schémas ou de situations dans la vie où on sent qu'il y a un truc on doit changer, on doit évoluer, on doit se bouger, et pourtant on reste malgré ça. Bien sûr, c'est un confort. Bien sûr, c'est un confort parce que c'est quelque chose qu'on connaît en fait quand on est addict. Tu vois, on connaît. C'est toute une identité aussi. Alors, j'aime pas dire quand on est addict parce que j'aime pas qualifier et s'identifier en tant qu'addict. Mais en tout cas, quand on a des habitudes, changer d'habitude, c'est très inconfortable. Tout d'un coup, ça vient déconstruire le monde dans lequel on a grandi, le monde l'image de soi qu'on s'est créé, en fait, cette fameuse ego. Donc faire le choix de sortir de ces comportements addictifs, ça peut être très inconfortable et c'est quelque chose de très courageux. Et on en reviendra, on va y venir, je pense, dans la discussion. Mais c'est une sortie de zone de confort, bien sûr. Même si le fait de fumer, de rester avec ce truc, je picole, mais putain j'en ai ras le bol, ou je fume, putain mais j'en ai ras le bol, même si on se le dit, c'est quand même très confortable de rester là-dedans. Parce que si on arrête, qu'est-ce qui se passe en fait? C'est quoi derrière, tu vois? Qui je vais être? Comment je vais me comporter? Peut-être qu'il y a des choses qui vont changer dans ma vie. Peut-être que je vais devoir mettre en place des nouvelles relations, ou peut-être que je vais être amené à changer des habitudes profondes. Donc c'est toute une identité qui se... Et quand je dis ça, j'ai peur de faire peur aux auditeurs parce qu'en fait, en fait, c'est juste, il faut pas en avoir peur, c'est juste magique parce que
ce travail de libération des addictions, c'est revenir à peut-être la vraie version de soi qu'on a envie d'être en fait. Mais ouais, c'est du taf. Et pour en revenir à l'histoire, en fait, cette femme me dit je veux pas relationner ni tu vois ni avoir de sexe avec toi si tu consommes en fait. Et moi j'essaie de négocier au début, je dis ouais mais alors attends parce que moi j'aime bien quand même de temps en temps faire la teuf nanana. Stratégie. Ouais, clairement c'est une stratégie, tu vois. Stratégie pour pas sortir du comportement addictif en fait, tu vois, pour rester dans cette zone de confort. Donc je commence à négocier et en fait on arrive sur un deal, tu vois, où je lui dis, on se dit, ok, si je consomme un truc, on se voit pas pendant 3 semaines. Vas-y, ça va, ok, on se tape dans la main et ça va pour chacun des deux, tu vois. Et en fait, un jour, on devait se voir, je devais aller lui rendre visite le vendredi, ou je sais plus quel jour c'était, mais le vendredi, mettons. Et le mercredi, je suis à Paname et Paname, c'est Paris, pour ceux qui savent pas. Et je sais pas, un pote m'appelle et me dit tiens, on sort et tout. Je dis trop cool et tout, je sors. Et puis finalement, dans la soirée, ça commence à fumer des joints. Et je sais que j'ai ce contrat, tu vois, avec ma nana. Mais il y a un joint qui tourne et je me dis ok, en fait, ouais, en fait, je sais même pas. C'est là où je dis que je suis pas libre, c'est que je fume en fait. C'est qu'il y a même pas à ce moment donné un truc de genre non, Choisir. Ouais, de choisir en fait. C'est que je fume. Et un peu plus tard, on sort et là il y a des traces de coke et on me dit et en fait ça passe. Et je dis ok, tu vois. Et en fait voilà, et puis j'ai picolé entre temps, etc. Et et voilà, et la soirée se passe comme ça. Et puisque je suis dans une démarche de totale transparence avec ma nana et que de toute façon je pense que les bases de l'amour c'est la transparence et je lui dis en fait. Je lui dis le lendemain, je lui dis bon, il faut que je te dise, voilà. Et donc je lui dis et là elle me dit mais Bastien en fait c'est pas ok quoi. Enfin on se voit pas en fait. C'est-à-dire que là tu viens de briser le contrat et et ça fonctionne pas quoi. Et là je fais putain et donc elle me fait prendre conscience effectivement à ce moment-là. Donc tu me demandais s'il y a eu des moments clés dans ma vie. Ça a été un moment clé où je me suis dit ah ouais en fait il y a un truc qui va pas. Je n'arrive même pas à vivre mon histoire d'amour comme je le voudrais. Et donc ouais là ça vient chambouler les lignes sérieusement et à partir de ce moment-là je me dis ok il y a vraiment un truc à aller regarder quoi. Donc ça c'était il y a 3 ans en fait. Et là c'est le début d'un voyage passionnant sur le sujet de l'addiction que j'avais déjà étudié auparavant si tu veux, mais là ça a été un élément marquant, déclencheur. Et en fait ce que je retiens de cette histoire, c'est que parfois il y a les meufs sont là pour nous montrer ce qui va pas quoi. Et ça je m'adresse aux mecs vraiment de dire ok, écoutez les nanas, elles ont parfois un bijou pour vous, un cadeau de ouf en fait. Voilà. Et voilà, c'est un peu pour répondre à cette question-là. Écoute, je saisis la perche quand elle passe. Masculinité, addiction, être homme et les addictions, parce que je pense qu'il y a vraiment aussi tout un sujet là-dessus. Je crois que quand on a préparé cet épisode, tu l'as évoqué dans ta relation, au-delà par exemple de cette relation-là, dans tes relations, on va dire, de séduction, de drague avec les femmes, il y avait ces addictions du coup qui venaient entrer en jeu pour faire ce qu'il y avait à faire, ou en tout cas j'arrive pas à trouver une question. C'est clair. Bon, je crois que tu vois ce que je veux dire, mais quelle influence en fait ça avait dans ton comportement en tant qu'homme? Ouais, en fait, il y a un truc qui m'est venu quand t'as évoqué la masculinité et addiction.
En fait, je regardais un documentaire il y a pas longtemps sur justement la masculinité et sur le sujet de l'éducation et l'intelligence émotionnelle des hommes en fait et des jeunes garçons quoi. Il y a des chiffres hallucinants qui montrent que en fait les garçons ont beaucoup plus de tendances addictives que les femmes. Et ça pose une question en fait. Mm. Mais alors il y a plus que ça en fait. Il y a l'addiction, mais il y a aussi la violence, il y a aussi le suicide. C'est hallucinant les chiffres en fait. Alors je les ai pas notés, je peux pas les dire maintenant, mais en fait il y a un gros rapport une grosse différence. Et en fait, ce que ça m'évoque ce sujet, c'est que et c'est une des raisons pour lesquelles on a des comportements addictifs, c'est les hommes ont plus de difficultés à être en paix avec leur monde émotionnel parce qu'ils ne sont pas élevés dans cette culture. Et on pourra en parler après sur les causes de l'addiction, mais je remarque effectivement que les hommes ont plus de difficultés à se libérer de leurs addictions que les femmes. Que moi, dans tous les cercles que j'ai pu fréquenter en rapport à l'addiction, ou en rapport à la conscience, ou en rapport à la guérison, il y a 80% de meufs. Quand je parle de cercle mixte, hein, enfin d'espace mixte, de retraite, de trucs de développement personnel, etc. Donc en fait, ce qui me vient là, c'est que le fait qu'on soit beaucoup de mecs nous soyons découpés de notre monde émotionnel, on n'est pas à l'aise avec nos émotions, on va vous chercher des stratégies pour ne pas les ressentir en fait. Et ces stratégies, ça va être la drogue, ça va être l'alcool, ça va être le sexe, mais ça va être masquer des choses, ça va être le boulot, le work alcoolisme en fait, se mettre à donf dans le boulot, ça va être le sport à fond, enfin tout. C'est pour ça que je parlais de comportement addictif, c'est parce que tout peut devenir addiction en fait, pour ne pas ressentir. Voilà, pour moi l'essence même l'origine du comportement addictif, c'est notre incapacité à ressentir. Ce qui est valable chez les mecs et chez les nanas. C'est la même chose. Mais chez les hommes ayant plus de mal à connecter avec leurs émotions restent plus longtemps dans les comportements addictifs que les femmes. Ouais, alors après tu parlais de séduction. C'est encore un autre sujet, mais c'est le fait, il y a aussi une des origines de l'addiction, c'est le fait que on a du mal à s'aimer, on ne s'aime pas, donc on va aller prendre une substance pour oublier ce manque d'amour, ou peut-être prendre une substance pour nous reconnecter à cet amour, comme la MDMA par exemple, qui tout d'un coup va supprimer toutes les barrières et toutes les peurs, et tout d'un coup on va ressentir un sentiment d'amour, et du coup il y a beaucoup d'hommes qui vont avoir des comportements addictifs parce qu'ils n'arrivent pas à ressentir, donc ils vont aller chercher l'amour auprès des femmes en séduisant, et finalement ils vont passer de femme en femme pour ressentir ça en fait. Et ne jamais ressentir ce qu'il y a à ressentir à l'intérieur. Ouais. Je sais pas si ça répond à ta question. Ouais, j'imaginais aussi, tu vois, parce que ça me parle aussi comment l'alcool notamment, tu vois, de justement pour pas faire face à des situations gênantes ou justement de vulnérabilité, que ce soit dans aborder quelqu'un ou même dans la sexualité, parce que à un moment je picolais à fond parce que ça me permettait d'être moins éjaculateur précoce par exemple. Donc il y avait tous ces trucs là pour pas ressentir et d'être plus inhibé. Le mot est bien là. Pour pouvoir entrer en relation, et donc il y avait ça effectivement en fond de cette question.
Bien sûr, mais ça me fait marrer parce qu'en fait, enlève l'alcool des boîtes de nuit, Mm. il va y avoir peu de rencontres. Mm. Et c'est ça aussi le truc qui est ouf. C'est que oui, effectivement, l'alcool nous permet de nous, de nous faire moins sentir l'inconfort, la peur de rentrer en connexion. On n'a jamais appris à être en connexion, à parler de notre vulnérabilité, à parler de nos émotions. Donc, moi, je picolais en boîte et je fumais des joints ou je prenais de la coke pour justement rentrer en relation. Parce qu'en fait, moi, arriver moi-même avec ma peur, qui est liée aussi, là, on pourra y revenir sur le trauma, sur le manque de gestion émotionnelle dans l'enfance, arriver avec ça en contact d'une meuf, pour moi c'était très compliqué. Donc beaucoup de mes rencontres, que ce soit dans les bars ou dans les boîtes ou quoi, j'étais alcoolisé, tu vois, ou drogué. Euh, et euh, et même après, je veux dire, pour aller à une date, tu vois, je fumais un joint pour me détendre avant, ou tu vois, c'était compliqué d'être sobre en fait, compliqué d'être sobre. Ouais. Ouais, Ouais. je vois très bien. Donc c'est là où il y a un truc qui entre guillemets qui cloche pas, c'est que si je peux pas être sobre, être complètement moi-même, il y a un truc qui Mm. tu vois qui mérite de l'attention. Mm. Et t'avais parce que c'est aussi une addiction, en tout cas moi je suis passé par là. J'en suis sorti, je suis assez content. C'est la pornographie, hein, et la masturbation. Parce que ça fait partie aussi, je crois. Et je sais même pas, tu vois, si on en parle réellement comme un comportement addictif aujourd'hui. Si on en parle comme un comportement addictif, hein, il y a plein de gens qui sont spécialisés dans ce domaine. C'est un fléau. C'est un fléau. Je sais plus, là encore, je regardais les chiffres du nombre d'heures que passe un adolescent à regarder du porno par semaine. C'est con, j'aurais dû noter, mais c'est hallucinant en fait. Et en plus, l'impact que ça a dans ta façon de relationner avec les femmes et de dire ok, c'est comme ça qu'on fait l'amour, quoi. De quoi? Ou les hommes, ou, bah, j'imagine. Oui, ou les hommes, oui, tout à fait. Mais et ouais, moi j'ai utilisé le porno pour pendant longtemps pour venir calmer un inconfort, c'est la même chose, hein, pour venir calmer un stress, pour venir calmer pour euh, pour avoir des pics aussi, des pics d'hormones et de redescendre et d'avoir en fait comme ça ce truc d'intensité, de redescente, etc. Et notamment la masturbation, et j'irais même plus en parler de l'éjaculation, parce on peut se masturber sans éjaculer, et moi ce que je recherchais clairement c'était l'éjaculation, et ça j'ai conscientisé ça il y a pas très longtemps et j'en ai parlé avec beaucoup d'hommes, et il y a une grande une donnée là-dessus qui est assez intéressante, c'est qu'en fait il y a beaucoup d'hommes qui éjaculent pour ne plus ressentir. C'est-à-dire qu'à partir du moment où euh, pour ne plus ressentir le plaisir en fait. Et on en revient sur le sujet de l'éjaculation précoce, c'est que en fait ressentir du plaisir, ressentir de l'intensité, à un moment donné, ça peut être aussi, du plaisir, être dans cet être vibrant, sexuel, qui est en pleine possession de son plaisir. Ça peut être, pour certains hommes, ça peut être trop d'être comme ça. Et donc, ils vont utiliser l'éjaculation pour arrêter. C'est là encore l'origine de ça, c'est dans le trauma et dans l'incapacité à avoir été reconnu dans sa pleine puissance en tant qu'enfant, en fait, d'avoir été l'enfant plein de joie, plein d'existence, plein de vitalité, qu'on a brimé, qu'on a pu couper, qu'on a pu et donc une des origines de l'éjaculation précoce, c'est ça. Et donc en tout cas pour l'addiction à au
au porno ou à l'éjaculation. En tout cas, moi, ce que j'ai observé pour moi, c'était effectivement un besoin de couper, en fait. Genre, tu vois, ok, je coupe le stress qui est là, je coupe, quoi, tu vois. Et t'as parlé aussi, là, ce qui m'a intéressé dans ce que t'as dit, t'as parlé d'hormones, parce que j'imagine qu'il y a ça aussi dans l'addiction, d'aller chercher un shoot de dopamine ou de je ne sais quelle hormone, non? Ouais, bien sûr, il y a un besoin de rechercher le shoot qui est, enfin, alors je suis pas un expert en hormones, je suis pas endocrinologue, j'ai étudié, mais j'aurais peur de dire trop de conneries là, donc mais ce que j'observe, c'est effectivement des pics d'excitation, donc des pics de dopamine ou d'adrénaline, et derrière des retombées de sérotonine. Et que en fait, quand on a des comportements addictifs aussi, on cherche l'intensité en fait. On cherche l'intensité, mais on cherche à ne plus la ressentir aussi. Il y a un mix des deux. Il y a aussi une recherche de mise en danger. Enfin, c'est pour ça que l'addiction est multifactorielle. Elle est complexe. Elle demande à être analysée, à avoir du temps, à être traitée sur plusieurs niveaux. Qui peuvent être médicaux, qui peuvent être psychologiques, qui peuvent être psychosomatiques, qui peuvent être uniquement somatiques. Donc l'addiction, en plus, est propre à chacun en fait. Est propre à chacun, à son histoire. C'est pour ça qu'il n'y a pas de formule magique, il y a que des formules qui résonnent en fait. Pour moi, ça c'est en tout cas mon approche de l'accompagnement et de la thérapie par rapport à l'addiction, c'est que il y a pas de formule magique. Il y a des trucs qui résonnent. Ok, ça résonne avec moi, je vais le faire, je vais le tester, etc., etc. Mais ça demande du temps. C'est un processus qui, pour moi, demande du temps. En tout cas, c'est comme ça que j'accompagne les gens, c'est dans la durée. Ce que je constate, c'est qu'on se débarrasse pas de ces addictions. On peut avoir la volonté, voilà. On peut avoir la volonté, et ça peut se faire en un instant. Cette prise de conscience, se dire, ok, maintenant c'est terminado, et j'arrête. Mais entre la volonté et la conscientisation, le fait d'accueillir en fait tout ce que l'addiction cache en fait, tout ce que le comportement addictif cache, et ben ça peut mettre un peu de temps, et ça va dépendre des uns et des autres en fait. Ça va dépendre de moi. Je sais que ça a mis un peu de temps, et je sais que je suis toujours dans un processus, et je pense que je serai encore pendant un bon bout de temps dans un processus vraiment de nettoyage et d'acceptation intégrale de mes parties blessées. Justement, ouais. venant, parce que tu l'as abordé depuis quelques minutes, qu'est-ce que ça cache? Tu parles de trauma. Allons à la cause. Qu'est-ce que ça cache, l'addiction? Ça cache plein de trucs. Ça cache plein de trucs qu'on n'a pas envie de voir, parce que c'est pas forcément agréable, et c'est d'ailleurs pour ça qu'on a des comportements addictifs, hein. C'est pour pas aller voir ça. L'addiction cache, j'en parlais un peu en début d'interview, c'est qu'elle cache un inconfort, elle cache un mal-être, elle cache l'anxiété, elle cache la dépression. Alors où elle peut venir aussi, ça peut se manifester, mais elle cache un état dépressif, elle cache des choses qui n'ont pas été exprimées, elle cache une colère réprimée, elle cache une tristesse réprimée, elle cache une joie réprimée, elle cache des blessures qui n'ont pas été guéries, des blessures qui n'ont pas été intégrées, qui n'ont pas circulé, des traumas qui n'ont pas été intégrés. Elle cache une énergie qui ne circule pas. Ça, c'est intéressant aussi de le voir, d'incorporer ou d'amener la notion d'énergie en fait. Elle cache un trauma, c'est ce que je disais, c'est-à-dire qu'à un moment donné, le trauma, c'est quoi? C'est qu'à un moment donné, dans l'enfance,
souvent dans l'enfance, ou ça peut arriver plus tard dans la vie, hein, mais il y a plusieurs niveaux de trauma et plusieurs types de trauma. Mais c'est à un moment donné, il y a eu un choc qui a créé peut-être une peur intense, une émotion intense, et cette émotion n'a pas pu circuler. Euh, et c'est le fait que une émotion, en fait, c'est fait pour circuler. Une émotion, c'est une énergie. Les Américains disent emotion is energy in motion. Une émotion, c'est une énergie qui doit circuler. On est fait d'énergie, on est fait de fluide, en mouvement, en fait, et dès que ça circule pas, il y a un problème, en fait, on le sent. Et ça se cristallise dans le corps. Donc, quand on est gamin, quand on est petit, il se peut qu'il y ait eu un choc émotionnel, et on n'a pas été accueilli avec cette émotion. Et on nous a dit peut-être tais-toi, arrête de pleurer, justement avec ce fameux truc de masculinité toxique. Arrête de chialer, ou file dans ta chambre. La punition, c'est une catastrophe quand on est en colère. En fait, tout ce qu'il faudrait, c'est ce que le parent doit inviter à faire, c'est à faire circuler cette émotion à cet endroit-là. Et en fait, quand l'émotion ne circule pas, quand l'énergie ne circule pas, elle reste bloquée. C'est là le trauma, en fait. C'est le trauma. Et ça peut être dû par je pense que tu en as déjà beaucoup parlé dans ce podcast avec plein de gens, mais ça peut être dû effectivement à quelqu'un qui n'a pas su à nous accueillir avec notre émotion, donc une figure éducative, une figure parentale, à l'école aussi. Hein. L'école, c'est bourré de traumas. Quand on met un enfant dans une classe pendant 8 heures et qu'il bouge pas, et que il reçoit des jugements, etc., et qu'il peut pas bouger, et qu'il peut pas exprimer son émotion, c'est complètement traumatisant. Et en fait, on n'a pas pu libérer cette énergie en l'exprimant, en gueulant, en criant, etc. Donc ça reste là. Donc, et on va apprendre, parce que notre technique de survie quand on est môme, c'est de dire ok, sinon je suis plus aimé par mon père, je suis plus aimé par ma mère, et forcément il doit avoir raison. Donc on va apprendre au final à garder cette émotion, à garder ce truc qui finalement n'est pas bon parce que il a besoin de circuler. Mais on va apprendre que inconsciemment, on va apprendre que ce qu'on ressent, c'est pas ok. Et c'est là où il y a addiction, c'est-à-dire que dans ton adolescence, tu vas commencer à fermer ta gueule vraiment, à porter un masque, à dire oui 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 alors qu'en fait c'est non non non. Voilà, et en fait c'est pas possible, il faut c'est cette tension là, et ça c'est trop fort à l'intérieur, donc addiction. Donc je vais fumer des joints, donc je vais fumer des clopes, donc je vais boire de l'alcool, donc je vais prendre etc. des médicaments. On n'a pas parlé des médocs, mais je veux dire, c'est vrai. les antidépresseurs viennent masquer en fait cet inconfort énergétique, émotionnel en fait. Ok, donc les antidépresseurs c'est vraiment à bannir. Alors c'est valable hein, si vraiment il y a un problème, mais en tout cas ça ne guérit pas. Voilà, tout ça c'est des techniques qui ne guérissent pas. Ouais. Je sais pas, je me suis un peu perdu dans la réponse. Je sais pas si j'ai répondu. C'est d'où ça vient, quoi. Donc d'où ça vient. Et puis finalement comme tu l'as dit précédemment, de se couper de soi, quoi. C'est un confort émotionnel, ou cette incapacité à ressentir, qui inconsciemment du coup va chercher à s'exprimer ailleurs. C'est ce que j'entends. Et tu parlais d'éducation, de famille. Ouais, il y a eu des choses, toi, qui de ce côté-là, qui ont provoqué trauma, addiction. Ouais, oui, moi j'ai eu des traumas de jeune bébé. J'ai été maltraité par une nourrice pendant les premières années de ma vie. Et ça c'est quelque chose, tu vois, j'ai fait de l'amnésie traumatique. Mais c'est revenu. En fait, c'est que je me souvenais de ça, mais en fait, j'avais jamais compris à quel point ça avait pu avoir un impact dans ma vie. Et puis, j'ai grandi. J'ai grandi dans quelque chose de l'ordre, avec un papa très exigeant, sévère, lui-même découpé de son monde émotionnel, en fait.
Donc forcément, quand tu as ça, bah tu répliques. Tu répliques sur ton enfant parce que tu sais pas comment faire avec tes émotions. Et je dis ça, il y a aucun jugement, sur les personnes qui ont créé ça en fait. Tu vois, même mon bourreau quand j'étais bébé, enfin, je, je sais d'où ça vient en fait. Ça sera jamais ma meilleure amie si tu veux, mais je sais pourquoi elle a fait ça en fait. C'est les gens qui sont des bourreaux sont des gens qui sont pas bien dans leur peau. Ça m'a permis vachement, tu vois, de guérir ces traumas et d'intégrer mes traumas. Ça m'a permis d'avancer quand j'ai conscientisé ça. Et ouais, au final, j'ai eu un grand frère qui me poussait toujours à être, tu vois, pas peureux, qui et je le remercie parce que à plein d'égards, il m'a fait avancer sur plein de sujets. Mais parfois, j'avais juste envie d'avoir un grand frère sur qui je pouvais, tu vois, juste pleurer ou me reposer. Et en fait, je me faisais traiter de tapette ou tu vois, ou des trucs comme ça. Et je pense que c'est là où il y a beaucoup d'hommes qui sont en difficulté avec leurs émotions, c'est quand ils sont effectivement poussés à être plus rapides, à être plus. Enfin, quand j'étais môme, j'étais lent en fait. J'étais lent, j'avais besoin de lenteur en fait. Mais ça, euh, bah, c'est pas forcément accepté dans notre société qui va à fond, qui va à 1000 à l'heure, etc. Donc c'est aussi parental, éducatif, mais c'est complètement systémique en fait. Si on vit avec tant de gens qui ont des addictions ou des troubles du comportement ou des dépressions, et c'est à un moment donné, il faut se demander pourquoi en fait. C'est pas la faute des gens. Ok, et c'est un système. C'est un système global de la performance, de l'action, voilà, et qu'on n'a pas le temps. On le disait tout à l'heure en préparant cette interview avec toi, tu me disais que tu t'autorisais pas des fois à ralentir, juste à rien faire, quoi, tu vois. Voilà. Tout ça sont des choses, mais ouais, moi, mon histoire, personnelle, forcément, je vois à quel point mon histoire personnelle dans l'enfance a eu un impact sur mes comportements addictifs. Et ces addictions, de les avoir mis au jour, en fait, ma question, elle vient sur l'émotion de honte, parce que je pense qu'il y a quelque chose comme ça qui se cache derrière aussi une addiction. Je vais me connecter en fait à moi, mon addiction du porno par exemple avant. Je sais que j'avais justement après chaque masturbation et éjaculation, je sentais vraiment une espèce de truc pas ok, comme tu le mentionnais aussi au début de cet échange, tu vois, comme il y avait une voix, un ressenti à l'intérieur en mode non, là c'est pas ok, et il y a vraiment quelque chose de honteux, quoi. Quelque chose de honteux, ouais, parce que je dirais que c'est pas sur l'acte en lui-même qu'on est honteux, mais c'est des couches inférieures en fait. Moi, c'est comme ça que je le vois. C'est c'est la honte d'être là avec son émotion qu'on veut cacher en fait. C'est la honte. En fait, c'est des parts de nous, de l'enfance qui ressortent et qui se sentent pas accueillis, qui se sentent pas aimés. Et ouais, il y a quelque part une honte de ne pas être à l'aise avec soi-même, quelque chose comme ça, et qui se traduit dans le comportement, enfin, qu'on visualise dans le comportement addictif. Putain, je suis en train de me branler devant un écran, et pourtant je le fais, tu vois. Et oui, il y a vraiment cette honte dans l'addiction, c'est en fait on a conscience qu'il y a un truc qui va pas. Il y a un truc qui est pas ok, et pourtant je le fais. Et là, il peut y avoir beaucoup de honte, et du coup, quand il y a de la honte, on n'en parle pas, en fait. C'est un cercle vicieux. Quand il y a de la honte, on n'en parle pas. C'est d'où l'importance d'aller en parler, d'avoir des espaces de parole où on peut parler de ce qu'il y a de plus honteux
Et souvent c'est pas dans nos cercles d'amis, souvent c'est pas dans notre famille, souvent faut aller ouvrir la porte du psy, pousser la porte du psy ou d'un cercle de parole que je recommande vivement, d'un groupe de soutien, etc., d'une retraite ou alors des endroits où on peut être complètement anonyme. C'est pas un hasard si les alcooliques anonymes ça fonctionne très très bien. Parce qu'on a besoin d'espace où on peut exprimer ce qu'il y a de plus honteux en fait. Ouais, sans avoir peur du monde d'un proche ou de quelqu'un qu'on connaîtrait. Ouais. Et justement, ouais, les solutions en fait. Quoi, toi, ça a été parce que je pense que déjà la prise de conscience est la première étape, mais bon, ça c'est j'imagine que la prise de conscience, par exemple là, il y a eu cette femme qui t'a mis un peu un truc qui t'a fait, ok, là il y a vraiment un truc qui cloche et j'ai envie d'en sortir. Après la volonté, mais après il y a quelles sont les étapes, c'était quoi toi là, à partir du moment où t'as vu que c'était pas ok pour toi, ça a été quoi ta première étape? Je dirais que cette femme, ça a été le catalyseur de quelque chose qui était déjà présent en fait. Si on regarde bien, si on est vraiment au clair avec soi-même, c'est déjà présent. On sait déjà qu'il y a un truc qui va pas. Après, effectivement, il y a des signaux, des gens qu'on entend, qu'on écoute, qu'on croise, ou alors des choses qu'on va voir dans la rue, ou tu vois, des gens, quand on voit qu'il y a un mec qui traverse la Manche, sans bras, sans jambes, on se dit ok, en fait, peut-être, je vais voir ce que je peux faire de ma vie, quoi. Enfin, tu vois, il y a des trucs un peu comme ça. Chaque signal est bon à prendre, et après, pour répondre à ta question, moi, ce qui m'a beaucoup aidé, c'est le groupe, en fait, dans un premier temps, parce que j'avais fait des séances de psy, je dirais classiques, et en parlant à des gens à des psys qui n'avaient pas forcément vécu ce que j'avais vécu, en fait. Tu vois, l'addiction, ok, ils savent, ils ont étudié ça à l'école de psy, mais je crois que ça marche pas. C'est mon expérience personnelle, c'est que ça marche à partir du moment où tu parles à quelqu'un qui a vécu ce que tu vis, et qu'il y a un phénomène de résonance et qu'il y a un phénomène de soutien qui arrive à cet endroit-là, en fait. Donc ça peut être un ami, en fait, tu vois, genre ou voilà, quelqu'un qui qui te comprend là où tu es parce il s'est intégré, en fait. Moi, ce qui m'a beaucoup aidé, c'est effectivement le groupe de parole, des retraites. En fait, je suis parti faire des retraites où je suis allé regarder ce qui se passait. Je suis vraiment parti sorti hors de ma zone de confort. Vraiment, je suis parti faire une retraite sur la sexualité, sur la spiritualité, et là, je me suis retrouvé dans un groupe où en fait, c'est marrant, et ça, je pense que c'est intéressant de le dire, c'est que depuis très longtemps, j'avais envie de parler de moi. Tu vois, j'avais envie il y avait une part de moi qui avait envie de s'exprimer, et j'osais pas, mais j'ai voulu faire des groupes, mais j'avais très 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 peur. Et à un moment donné, je me suis dit, ok, vas-y. Je savais que j'allais parler de moi là-bas, en fait. J'allais parler de ce qu'il y avait de plus profond. J'avais une grande grande envie de parler de ce qu'il y avait à l'intérieur de moi, quoi. Et je me sentais bloqué depuis des années. Donc, je suis allé dans des groupes de parole, dans des retraites, dans des espaces où, au final, il y a personne, ou en tout cas, des espaces qui sont faits pour calmer la peur du jugement. Tu vois. Je dis pas que que c'est facile de ne pas se sentir jugé, mais en tout cas, aller dans des espaces où je me dis, ok, là, je vais pas trop me sentir jugé, quoi. Pour justement être avec la honte, etc. Et ça a été game changer. Vraiment, les espaces de parole, les espaces où en fait moi je vais pouvoir parler, et puis surtout je vais entendre les autres. Je fais putain, mais c'est ouf. Les mecs, ils ont je suis pas seul, ils ont la même story que moi, et là on devient une team, en fait. On trouve vraiment un frangin ou une frangine qui comprend et qui nous soutient, et là il y a du miracle. Là. Enfin, tu le sais, hein, parce que t'animes des cercles et que t'as participé à beaucoup de cercles. Et certains des personnes qui nous écoutent le connaissent aussi, mais pour ceux qui savent pas ce que c'est qu'un cercle de parole,
juste essayer quoi. Juste essayer une fois parce que ça peut vraiment changer votre vie. Euh, donc voilà, moi effectivement me sentir entendu, me sentir écouté, parler, entendre les autres, ça a été super important. Et puis après, euh, plein d'outils que j'ai intégrés sur mon chemin et que maintenant je propose. Euh, et revenir dans le corps, prendre soin de mon corps, reconnecter au corps. Tu vois, je te disais tout à l'heure qu'en fait, je voulais être cet homme physique, musclé, sportif, etc. Et en fait, je le faisais pas. Et depuis que je le refais dans ma vie, depuis que je remets beaucoup plus d'énergie, d'action et de mouvement physique, je permets à l'énergie de circuler. Justement, cette fameuse énergie traumatique qui est à l'origine des comportements addictifs. Plus je vais mettre de mouvement, plus je vais refaire circuler l'énergie et plus je vais être en paix avec cette fluidité en fait qui est nécessaire, qui est vraiment primordiale, la fluidité. Donc mouvement, sport, parole, coaching, soutien individuel, soutien en groupe, danse. J'ai failli intercepter et le dire. Ouais, je sais qu'on partage ça en commun, donc la danse, magnifique outil. Alors je précise à ceux qui nous écoutent que je mets pas un tutu et des ballerines pour danser, mais je pourrais. Mais la danse libre en fait, où finalement le temps d'un instant, le temps d'un atelier, le temps d'une teuf, sans substance et sans drogue, je vais mais sans alcool, et je vais pouvoir laisser mon corps kiffer en fait, laisser mon corps s'exprimer. La danse magnifique. Le breathwork. Et le breathwork, ouais, et le breathwork, merci, parce que le breathwork, c'est la base. En fait, la respiration, c'est la base. C'est évidemment la base. Quand il y a eu choc, quand il y a eu trauma, on a arrêté de respirer. En fait, on a arrêté de respirer et du coup, on peut avoir une pattern respiratoire très limitée. Travailler sur sa respiration va permettre de fluidifier l'énergie et d'être plus en capacité d'être avec l'inconfort, d'être avec la douleur. Parce que la douleur, elle s'en va pas, en fait. Souvent, la douleur, elle ne s'en va pas. La souffrance originelle, elle s'en va pas. Ce qu'on apprend à faire avec le breathwork et tous ces autres outils somatiques, c'est d'étendre notre capacité à être avec la souffrance et de l'inviter en fait. Donc notre capacité à ressentir. Donc le breathwork, c'est la base pour respirer mieux, pour augmenter notre capacité, pour libérer des émotions bloquées aussi. Il y a plein de types de breathwork. Moi, j'utilise une super méthode qui permet vraiment de libérer les émotions et qui est un outil magnifique et un outil hyper puissant pour se libérer de ses addictions. Il s'appelle Transformational Breath. Et que je suis facilitateur et j'organise des séances et des groupes avec cette pratique. Le breathwork, c'est en fait la façon dont on respire, c'est la façon dont on vit. Notre respiration, c'est notre premier contact à la vie en fait. Tu peux ne pas manger pendant des semaines, tu peux ne pas boire pendant des jours, mais tu ne peux pas respirer pendant plus de 3 minutes en fait. Donc donc je pense que s'intéresser à notre respiration, c'est fondamental quand on s'intéresse à soi, à son bien-être. Son bien-être mental, psychologique, émotionnel, physique. C'est quoi qui t'a donné envie d'accompagner les autres? Il y a plusieurs choses. Il y a pas qu'une chose. Il y a un niveau, il y a le plaisir de voir des gens se transformer. C'est magnifique de voir des gens toucher à leur essence en fait.
donc ça c'est quelque chose d'assez personnel, tu vois, c'est genre ça me fait vraiment du bien de voir ça. Il y a l'envie de aussi d'être en contact de l'autre d'accompagner l'autre dans sa vulnérabilité, et je sais que c'est pas facile en fait. Je sais que en fait ce que j'ai vécu, c'est que moi j'ai essayé pendant longtemps de me dire OK, je me guéris moi-même, ou en fait c'est bon, j'ai besoin de personne et tout, et en fait non, c'est pas vrai. Ça c'est une croyance. J'ai eu besoin de gens sur mon chemin, et encore j'ai encore besoin de plein de gens qui m'entourent quand ça va pas. Et en fait j'ai juste je vois ce que c'était d'être là-dedans dans ce blocage, et en fait je vois à quel point l'autre m'a aidé, et maintenant c'est même pas que j'ai envie, c'est que naturellement je renvoie la balle en fait, tu vois. Naturellement je suis là, c'est comme si je transmettais quelque chose, je transmets un savoir, je transmets quelque chose que je ne peux pas garder. En fait, c'est impossible de garder ça. C'est juste, ça m'appartient pas, et c'est juste, je suis là pour ça en fait. Donc il y a une espèce de mission divine, tu vois. Genre, je ne peux pas, c'est ne pas le faire, ne pas transmettre, ne pas accompagner, ce serait passer complètement à côté de ma vie, tu vois, passer complètement à côté. Et c'est fou que je dise ça, parce que j'avais une vie il y a quelques années, j'étais pas du tout là-dedans, et même si j'aimais bien réconforter mes potes, ou tu vois, ou parler, j'ai toujours été très parler et parler des choses profondes. Ça c'est toujours un truc qui me concerne, qui m'habite. Mais avant, j'étais je travaillais dans la publicité, dans l'audiovisuel, dans la prod vidéo, et je faisais un taf où en fait comment dire, je m'en foutais en fait de l'autre, en gros, tu vois. Je sais pas, c'était. Et puis en fait aujourd'hui c'est plus possible, parce que en fait je me fous plus de moi-même, je m'occupe de moi, donc en fait m'occuper de moi c'est aussi m'occuper de l'autre, m'occuper de l'autre c'est aussi m'occuper de moi. Enfin, c'est transverse en fait. Et puis en fait il y a une motivation supérieure aussi, c'est que c'est pas ok le monde dans lequel on vit. J'ai comme envie de participer à un changement, tu vois, et de dire ok les gars, en fait c'est quoi le bordel, on peut changer, et j'ai envie de participer à quelque chose de plus grand, de créer un monde qui soit plus en paix, plus joyeux, ça peut paraître utopiste, mais je vois que dès que je m'occupe de mon monde intérieur, bah tout de suite ça devient plus joyeux aussi à l'extérieur en fait. Ça c'est aussi c'est magique, et ouais, moi je suis trop content en fait de faire ça, trop content de faire partie d'un mouvement, je dirais progressiste, ou je sais pas si je peux le qualifier comme ça, mais en tout cas qui me nourrit, et si ça nourrit les autres, tant mieux, tu vois. Ouais. Je suis un utopiste, je rêve d'un monde, où il y a plus de pollution, mais je m'en fous en fait, tu vois. Je rêve d'un monde où tout le monde, il y a plus de guerre, où tout le monde fait l'amour, où tout le monde se dit je t'aime. Je suis un peu parfois dans le monde des bisounours, mais je m'en fous. C'est ça qui m'anime en fait. Qui ait du sens, j'entends. Tu lances un podcast qui va se tourner autour de ces thématiques d'addiction, notamment addictif. Tu veux nous en parler? Ouais, j'ai envie d'offrir, toujours dans cette démarche d'aider et d'accompagner et de changer le monde. Ce qui n'est pas une mince affaire. J'ai envie d'offrir de plus en plus d'espace, de venir comment alimenter et nourrir ces espaces où on parle d'addiction et de tout ce qui nous empêche d'être pleinement nous-mêmes. Donc ouais, le podcast Basta s'inscrit dans cette dynamique où j'ai envie de partager mon expérience personnelle, d'aider des gens qui ont envie de s'en sortir,
d'offrir, ouais, je pense que en fait il en faut plein, il faut qu'on multiplie comme des petits pains tous les espaces où on peut parler de conscience, on peut parler d'addiction, on peut parler de ce dont on ne parle pas ailleurs en fait. Faut parler, ouais, tout court, c'est ce que je vais dire. Ouais, de parler en fait, juste t'as raison, c'est juste de parler quoi. Ah, parlons. Les meufs l'ont fait, tu vois. MeToo, etc. Je sais que toi, ton podcast a été lancé un peu sur cette idée que maintenant aussi les hommes peuvent parler. Mais moi, j'ai envie d'offrir des espaces où on peut parler de tout ce ce dont on ne parle pas, où on remet en question des choses. Et donc sur Basta, ouais, je suis en train de préparer le podcast avec des interviews de gens qui ont des addictions. Avec des témoignages perso, avec aussi des experts qui viendraient. Donc ça, c'est en cours de préparation, c'est super cool. Je suis trop content de faire ça. Avec une page Instagram aussi, et puis aussi un programme d'accompagnement en parallèle des séances individuelles que je propose. Je propose vraiment, là, je suis en train de créer un programme d'accompagnement sur plusieurs mois en groupe, comme je l'évoquais tout à l'heure, parce que je pense que c'est vraiment en étant en groupe et en s'accompagnant comme une équipe, tu vois, vraiment, on va vers notre objectif pour gagner quelque chose et on le fait, et ensemble, on est plus fort en fait. Donc ça, c'est en cours de fabrication et j'ai pas encore la date de sortie, mais je suis trop excité et impatient d'offrir ça au monde. Ouais. Ouais. Et toi aujourd'hui, t'as encore des tentations? Bien sûr. Bien sûr. Et c'est ça qui est génial, en fait. C'est que, ce qui est génial, c'est que j'ai des tentations et que maintenant j'ai la capacité de dire non ou de dire oui. Intéressant. Et ouais. Parce que, pendant longtemps, tu vois, mon truc, ça a été de dire non, genre, jamais et tout, machin. Il y a eu vraiment un truc un peu de genre, il y a eu un truc de un peu violent, tu vois, un peu violent de genre non plus jamais, non nanani, genre de jugement en fait, tu vois. Donc il y avait une énergie un peu négative. Maintenant il y a plus trop ça. C'est en train de se déliter, genre je suis en train de m'assouplir dans ce travail, de donner plus d'accueil et de souplesse, tu vois. Mais je suis tenté tout le temps. Et là, je viens de sortir d'un mois sans sucre, tu vois. Ça a été une expérience chamée où j'ai arrêté tout sucre raffiné pendant un mois. Et pendant quelle influence? À plusieurs niveaux. C'est un truc de ouf, mais j'ai trouvé que ma peau avait changé de ouf. Ok. Les challenges comme ça, c'est hyper bien. Moi, je les conseille à tout le monde de faire des challenges en groupe. C'est hyper bien à plusieurs niveaux. Donc il y a des effets physiques, hein, quand on bouffe pas de sucre, alors qu'on en bouffe beaucoup d'habitude. Ben en fait, le corps se nettoie en fait de tout ce qu'il ne veut pas. C'est incroyable la quantité de sucre qu'on ingère dont on n'a pas besoin. Sucre raffiné, on n'en a pas besoin pour vivre, et on en ingère énormément. Enfin, en tout cas, moi, j'en ingérais énormément, et je vois quand même que c'est quand même une constante dans notre vie. Donc je me sens plus propre déjà, tu vois, plus propre, plus libéré. J'ai gagné en clarté mentale, en capacité à mieux ressentir ce qu'il y a à l'intérieur, à mieux m'alimenter, parce qu'en fait si je change ma glycémie, et ben je m'alimente mieux. Alors j'ai vu quand même que je transférais mon addiction au sucre sur la bouffe, genre je me suis mis à bouffer plus de pain, tu vois. Ouais. C'est hyper intéressant parce que ce genre de challenge permet de conscientiser ses habitudes toxiques, ses habitudes compulsives et addictives en fait. C'est-à-dire qu'à partir du moment où je me focus sur un objectif, je peux m'observer à faire ah putain, je suis en train de transférer un truc, etc. Et donc c'est passionnant. Donc c'est de la conscience en fait. Ce que ça m'apporte, c'est de la conscience. Et aussi ce que ça apporte à un autre niveau, ce genre de challenge, c'est la fierté. Ah, j'y suis arrivé.
j'ai réussi un truc. Et ça, c'est hyper bon pour la confiance en soi. C'est-à-dire, ok, je suis capable de faire ça. Ça, en fait, c'est comme si on reliait des lignes à l'intérieur de soi à soi en se disant, ah cool, en fait, Bastien, t'es capable de faire ça. Donc ça c'est hyper guérisseur, et en tout cas cette expérience avec le sucre a été hyper bénéfique pour moi. Et ce que je voulais te finir, c'est effectivement que euh, je oui, je suis bourré de tentations, mais maintenant j'ai le choix de dire oui ou de dire non, ce qui veut pas dire que je vais reconsommer quelque chose, mais j'ai le choix. Et si tu choisis de le faire, j'imagine, donc c'est en conscience. Parce que ça me parle aussi. Je vois très bien à des endroits où je me dis, bah non, là, je sais que c'est pas forcément chouette. Bah, en tout cas, que ça vient appeler autre chose. Mais je choisis tout de même à ce moment-là de le faire. Ouais, et puis essayer d'essayer d'observer si c'est tendu ou si c'est détendu. Genre, est-ce que c'est genre un grand oui, genre un kiff, tu vois, genre quelque chose de très sensuel, genre ok, je vais m'autoriser. Bon, j'arriverais pas à me dire ça avec la cocaïne, tu vois, j'arriverais pas à me dire cool et tout, mais c'est pourquoi pas, mais enfin non, non, parce que vraiment la coke c'est vraiment de la merde pour le coup. Mais le sucre, tu vois, là je le vois clairement. Hier, je me suis mangé une part de flan. Putain, j'ai fait l'amour avec le flan, quoi. J'étais et tout, et c'était pas du tout compulsif, tu vois. Ouais, la conscience de la présence et de connecter à ses sens. Et qu'est-ce que ça me fait? Et pour moi, c'est un travail qui s'inscrit dans le temps et qui demande de la patience et de l'amour quand on rechute et quand on voilà. Donc les tentations, elles sont là, et ça veut pas dire que c'est pas bien, ça veut pas dire que c'est bien, c'est voilà, juste l'accueil, l'observation, la conscience, l'acceptation. Ouais. Ouais, il y a quelque chose qui me vient. Tu es papa, et du coup, j'imagine que ces addictions ont jalonné cette paternité, en tout cas, ce début de paternité. Comment tu l'as vécu, en fait? Est-ce que, tu vois, il y a eu, je sais pas, du moment ou des émotions liées à ça, sur, tiens, maintenant, je suis papa, il y a une certaine responsabilité, et du coup, bah, il y a ces addictions en parallèle, tu vois. Ouais. En fait, il y a dans ce travail de libération de mes addictions, il y a un truc que je sais que je fais pour mes enfants, qui se joue à plusieurs niveaux. C'est j'ai envie d'être pleinement vivant, d'être en pleine vitalité. J'ai envie d'être ça avec eux. J'ai envie il y a quelque part une envie de montrer qu'on peut changer des choses, que c'est capable, et donc il y a une envie d'être inspirant, tu vois, mais avec mes enfants. Et ouais, je suis fier en fait de faire ce boulot pour mes enfants, en fait, tu vois. Je serais fier qu'ils puissent écouter ce podcast un jour. Je serais fier qu'ils puissent voir et s'inspirer, et avoir cette empreinte, en fait, cette empreinte de, en fait, on peut changer, on est capable, on a plus de capacité, on n'est pas une petite chose, on est bien plus que la petite chose qu'on croit être, tu vois. J'ai envie d'inviter mes enfants à vivre cette expansion, en fait. Se libérer de ses addictions, c'est vivre une expansion. C'est vraiment libérer ses ailes et être une nouvelle version plus puissante, plus puissante de soi-même. Et si je peux transmettre ça à mes enfants, vas-y, go, quoi. Et je le vois déjà que depuis que j'ai entrepris un vrai travail introspectif sur moi, je vois l'impact que ça a sur ma fille, en fait. Ouais. Tu vois. Et à quel point aussi moi, dans ce travail-là, j'ai plus de capacité à accueillir ses émotions, à accueillir sa colère, et à sublimer l'être puissant que... Ouais, toi, le fait du coup d'avoir fait ce travail, de recontacter en fait
cette intelligence émotionnelle, appelons, ça te permet d'être plus en lien avec ta fille. C'est ça que clairement, je sais où elle est. J'ai l'impression de mieux sentir où elle est. J'ai l'impression de mieux l'accueillir où elle est. Et de lui permettre de vivre son truc et de pas créer la cristallisation à l'intérieur, tu vois. Donc en tout cas j'essaye et c'est impossible de tout contrôler, enfin de pas contrôler mais de tout. Voilà, il y a plein de choses. On n'est jamais parfait hein. Quand on est papa, on est jamais parfait. On fait du mieux qu'on peut. Il y a pas de manuel pour apprendre à être papa ni maman, mais on apprend en faisant quoi. Merci. Ouais. Et t'aurais envie de dire quoi au jeune Bastien ou le Bastien d'il y a quelques années il était plongé dans ses comportements? Tu vas y arriver. Tu vas y arriver. Ouais, c'est exactement ça. Merci de poser cette question, Loïc, c'est super fort. En fait, on peut croire il pouvait croire ce jeune Bastien qu'il était déterminé ou qu'il était comment conditionné à être dans la souffrance, à être dans le malheur, à être une victime. En fait, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Il était attaché à son passé. Il l'est toujours un peu. Hein. Celui qui te parle en ce moment est toujours un peu. Je dis pas que je suis complètement désidentifié des choses de mon passé, mais en fait c'est magnifique quoi. C'est magnifique ce qu'on peut faire. C'est magnifique ce qu'on peut faire. C'est à quel point on peut évoluer, à quel point on peut changer, et ouais, ça demande du courage, mais ça demande surtout beaucoup d'amour. Et je lui dirais ouais, de s'aimer en fait. Je lui dirais de s'aimer et de se donner beaucoup d'amour, parce que s'il en est là aujourd'hui, c'est qu'il y a de la souffrance et c'est qu'il a toutes les raisons. C'est tout à fait valable d'être en souffrance par rapport à ce qu'il a vécu. Et ça, j'ai pas voulu le voir en fait, tu vois, pendant très longtemps. Et donc ça, c'est vraiment se donner beaucoup d'amour, de tendresse, de souplesse, chose qui est difficile quand on n'a pas appris. Ça s'apprend en fait. Ça s'apprend à se donner de l'amour, du soin, de donner de l'amour, du soin. C'est vraiment quelque chose qu'on apprend à faire. Et quand on n'arrive pas à le faire seul, il y a des gens qui sont là pour nous faciliter le chemin, tu vois. Ouais. Arriver tout doucement à la fin, ouais, quel conseil, même si, comme à chaque fois, il y a déjà des pistes à travers tout ce que t'as dit, une personne qui est bloquée dans un comportement addictif, quel premier conseil tu lui donnerais? D'écouter la voix qui dit basta, qui dit stop, de rester connecté à cette pulsion de vie, d'écrire, de lire. Il saura quoi lire. D'écouter, de bouger, d'être dans le mouvement, dans l'action. Et l'action, ça peut être prendre son téléphone et appeler quelqu'un, demander du soutien, pleurer s'il doit pleurer. Crier s'il doit crier. Merci. Ouais. Ouais, et demander du soutien, parce qu'en fait, quand on n'arrive pas seul, c'est qu'il y a une raison, c'est que ça peut être difficile d'aller là où il faut aller, quoi. Donc, le soutien, il est magnifique,
Il est là pour ça, en fait. Se l'autoriser, ouais. Ouais. Chose qui est pas forcément simple quand on a été conditionné à ne pas en demander. Mais on peut le faire. Oui. Mais on peut le faire. Et on a toujours la possibilité de le faire. On est en capacité. On a le choix. On choisit, en fait. Pour soi, pour sa vie, parce qu'on mérite mieux. Ouais. Est-ce que tu aimerais nous partager un mot, une réflexion, une pensée pour terminer? Ouais, de la gratitude pour notre échange, pour cet espace, Loïc. Et je te l'avais déjà partagé en privé, mais même pour mes podcasts, c'est que ouais, merci beaucoup, quoi. Merci beaucoup de ce que tu offres. Je suis hyper reconnaissant et je me dis que c'est précieux. Ouais. Merci pour ce temps et pour ton parcours. Est-ce que tu proposes de toute façon, je mettrai comme à l'habitude tout ce qui te concerne, le podcast, tes accompagnements en lien et description de cet épisode. Et voilà, une actualité prochaine. Pour ceux qui sont à Paris, j'offre des ecstatic dance et des fêtes sans drogue et sans alcool, donc à venir expérimenter, parce que c'est aussi un sujet, c'est comment on continue de faire la teuf quand on a décidé de ne plus prendre d'alcool, enfin de plus boire et de plus se droguer. Ça, c'est un vrai sujet. C'est pas parce que je décide de plus consommer que je dois être un moine et m'enfermer chez moi et ne plus avoir de vie sociale. Bien au contraire, c'est là où il y a plein de trucs qui sont possibles. Donc voilà. Et puis bientôt la sortie il y a l'Instagram Basta, et puis bientôt la sortie du podcast. Donc voilà l'actualité. Oui, les espaces de danse libre. Les deux. Ouais, on est plutôt frères de ce côté-là en plus. Donc et j'ose espérer que ces espaces grandiront et qu'il y en aura de plus en plus pour pouvoir continuer à célébrer, danser, être dans le mouvement et effectivement être sans substance comme on est, et de justement pouvoir réellement se rencontrer, que ce soit se rencontrer soi-même ou rencontrer l'autre. Et atteindre possiblement l'extase sans rien du tout, et ça c'est quelque chose d'incroyable, de magique, qui là aussi peut changer une vie, quoi. Un jour on fera un épisode sur l'extatique ou sur autre chose. Ouais. Avec plaisir. Belle journée et beau voyage. Bastien, et puis au plaisir. Ouais, merci à toi, Loïc. Bon voyage à toi aussi. Merci. Salut. Merci d'avoir écouté cet épisode. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à en parler autour de vous, ainsi qu'à le partager sur vos réseaux sociaux. Vous pouvez aussi donner une note sur votre plateforme de podcast préférée. Enfin, si vous avez des suggestions, des remarques ou encore des idées d'invités, n'hésitez pas à m'envoyer un message via le site domahome.fr ou encore sur Instagram, domahome podcast tout attaché. À bientôt pour un nouvel épisode.